Eh bien, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Dans un premier temps, je vais me présenter. Mon nom est Marc Monplaisir. Je suis conseiller en transfert d'entreprise pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Le sujet du jour pour ce webinaire aujourd'hui, c'est la relève comme outil de rétention de la main-d'œuvre. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi les gens de Raymond Chabot Grant Thornton. Raymond Chabot Grant Thornton, ce sont au CETEC nos partenaires, ce sont aussi nos commanditaires. RCGT supporte les défis du CETEC et ensemble, nous collaborons aux grands enjeux des transferts d'entreprises et d'accompagnement de cédants et de repreneurs, nos clients respectifs. La durée du webinaire sera d'une heure et sera présentée, divisée sur 4 thèmes principaux. Merci en passant aux personnes responsables du support technique, Nolan et Chantal. Vous ne les verrez pas, mais il est possible que vous les entendiez à quelques reprises. À la fin, nous aurons une période de questions et pendant la présentation, je vous invite à poser vos questions pour nos panélistes avec le Q&A que vous trouverez en bas de page de votre page Zoom. Ils se feront un plaisir de répondre et de vous mettre en ligne pour répondre à vos questions. On se réserve une période de 10 minutes pour ce faire une fois que nos panélistes auront terminé leur présentation. Pour parler du processus de relève et comment cela constitue un outil de rétention et de mobilisation de la main-d'œuvre, je vous présente Clara Demers. Clara est leader de pratique en management, groupe conseil en transformation des affaires chez Raymond Chabot Grant Thornton. Également, Catherine Doucet, qui est conseillère principale en gestion stratégique des ressources humaines, relève entrepreneuriale et gouvernance, groupe conseil en transformation des affaires. Merci à nos panélistes et je vous laisse maintenant la parole sur les présentations et les différents thèmes que vous devez aborder. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci au CETEC également là, de nous permettre de faire cette présentation-là. Je dirais qui jumelle nos deux passions, soit les ressources humaines et la relève entrepreneuriale. Donc, on va faire la présentation, moi et ma collègue Catherine aujourd'hui. Je vais débuter. Catherine va enchaîner par la suite et il se peut qu'on s'entremêle aussi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si vous avez des questions, ben, on va pouvoir là, y répondre. Ça va nous faire plaisir de répondre à la fin. Pour commencer, ce que j'aimerais, pour la mise en contexte, là, je vous dirais que, en fait, la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, ça touche tout le monde. Donc, ça touche toutes les entreprises. C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Euh, ce qu'on se rend compte de plus en plus, tu sais, nous, on travaille beaucoup de dossiers de relève entrepreneuriale, donc avec des PME. Ce qu'on se rend compte, c'est que une façon d'attacher ou de contrer, là, j'aime pas trop le terme attacher, mais de contrer cette pénurie de main-d'œuvre, eh bien, c'est d'intégrer des ressources clés à l'actionnariat. Et puis, c'est ce dont on va vous parler au courant là, de notre présentation. Donc, oui, les différents enjeux qu'on a en 2023, en 2024 bientôt là, au niveau des ressources humaines et comment la relève peut nous aider, soutenir les entrepreneurs à ce niveau-là pour faire face à cette pénurie. Euh, pour commencer, donc, on va commencer là, avec quelques statistiques. Donc, des statistiques là, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, justement. Donc, 64 des entrepreneurs indiquent qu'en ce moment, ils ont mis un stop au niveau de leur croissance. Pourquoi? Ben, à cause de la pénurie. Donc, on voit que ça peut freiner certains investissements, certains développements. 61% également des entrepreneurs voient leurs heures de travail augmenter, les heures de travail de leurs employés également. Euh, donc, on parle aussi beaucoup de problématiques là, reliées dans le monde du travail au niveau de la santé mentale. Donc, ça a un impact direct à ce niveau-là. 55% des PME ont de la difficulté à embaucher.
On le sait, là, écoutez, moi, je travaille en consultation. Tous nos clients ont des besoins à ce niveau-là. Les gens qu'on côtoie, les entreprises dans lesquelles on va. Donc, on le sait vraiment que c'est un enjeu majeur et un enjeu, Catherine nous le dira tout à l'heure, mais qui est appelé à perdurer également là, dans le temps encore. 49% des entrepreneurs, ça a un impact aussi sur les salaires qu'on doit offrir à nos employés, les conditions de travail qu'on doit offrir. Donc, on doit être ingénieux, on doit ressortir du lot, on doit offrir des éléments qu'on n'offrait pas avant. Donc, il y a vraiment un, un incidence directe aussi là, à ce niveau-là. Et il y a 44% des entrepreneurs qui disent avoir eu à retarder des livraisons, des commandes, qui ne sont pas capables d'honorer les services là, qu'ils devraient être en mesure de donner. Donc, c'est des statistiques qui parlent quand même énormément, qui démontrent qu'il faut mettre en place des éléments pour pouvoir contrer ces éléments-là, parce que sinon, je pense que les entrepreneurs vont trouver ça extrêmement difficile. On va voir peut-être de plus en plus de fermetures, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc, on est en mode solution aujourd'hui, alors on va vous proposer là, des éléments à ce niveau-là. Besoin d'intégrer les ressources clés. Donc, 45% selon là, la FCEI, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, il y a 45% là, des entrepreneurs qui disent avoir de plus en plus de problèmes là, de santé psychologique. Donc, ils le nomment. 43% donc disent travailler beaucoup plus d'heures qu'avant. Et selon la BDC, bon, il y a un 39% qui nous disent être déprimés, 64% sont fatigués, ont peu d'énergie. Donc, on a ces ces statistiques-là qui nous démontrent que les entrepreneurs ont besoin d'aide, ont besoin de support et de ne pas avoir le fardeau seul, donc de partager ce fardeau-là avec d'autres employés clés. Au niveau de l'actionnariat, c'est vraiment un plus. On le voit de plus en plus et c'est ce qu'on va vous expliquer dans les prochaines pages. Donc, au niveau des diminutions justement des stresseurs là, à l'aide des ressources à l'actionnariat, donc ce qu'on parle, c'est de partager, je vous dirais, euh, le risque, de partager le stress au niveau des principaux éléments qu'on retrouve au niveau de la gestion. Donc, au niveau de la gestion des liquidités, au niveau des approvisionnements, de la gestion des approvisionnements, des opérations, l'évaluation des pratiques de nos gestions des ressources humaines, la santé des employés, on le sait, c'est de plus en plus difficile de recruter. Donc, les ressources humaines, oui, il y a le volet financier qui est très demandant pour un entrepreneur, mais le volet ressources humaines l'est également. Donc, de pouvoir partager, je dirais, cette tâche-là avec d'autres personnes, c'est un plus. C'est sûr que ça aide nos entrepreneurs. La prévention des risques, investir dans la technologie, on le dit, on le nomme, on le voit sur le terrain. Donc, les investissements au niveau technologique aident aussi au niveau pour contrer justement la pénurie de main-d'œuvre. Mais nos entrepreneurs sont tellement essoufflés qu'ils se rendent même pas là, ils sont pas capables de se rendre à ce point-là. Donc, justement, de travailler avec d'autres, d'être une équipe d'actionnaires au lieu d'être un actionnaire seul, c'est sûr que ça a des répercussions à ce niveau-là. Il y a la stabilisation des revenus, surveiller donc nos résultats, s'adapter, et puis tout ce qui est les échanges qu'on peut avoir, qu'on a avec nos parties prenantes. Donc, ça peut peser lourd aussi sur les entrepreneurs. Donc, de rassurer, de travailler en équipe à ce niveau-là, on voit que c'est un plus aussi. Au niveau de, je voudrais la prise de conscience au niveau des mandats de relève. Donc, le pourquoi c'est important de bien se planifier, de bien s'organiser. Les statistiques parlent d'elles-mêmes aussi, je vous dirais, au niveau de la relève entrepreneuriale. Donc, 81% des entreprises qui n'ont aucun actionnaire à l'extérieur de leur famille. Donc, il y a beaucoup de dossiers familiaux, mais nous, on mise beaucoup aussi sur les employés clés qui peuvent être vraiment gagnants, qui sont dans l'entreprise, qui ont l'historique, donc qui peuvent vraiment être un plus pour l'avenir des entreprises. 63%
Bon, ce sont des entreprises familiales. 37,5 des dirigeants ont réduit leur salaire à cause de la crise qu'il y a eu, à cause de la pandémie. Donc, ça aussi, ça a même des répercussions. En plus d'avoir des répercussions, je vous dirais, au niveau psychologique, ben, ça a des répercussions sur leur portefeuille aussi, sur leur train de vie. 30 euh, 30 là, des propriétaires de PME qui ne disent pas confiants de la survie de leur entreprise. Puis il y a 30 qui n'ont pas de plan de relève. Et c'est vraiment statistiquement également prouvé que lorsqu'on a un plan de relève, se doter d'un plan de relève, ben, ça va assurer la pérennité de notre organisation. Se doter d'un plan de relève, c'est se doter également, je vous dirais, d'une planification plus générale, mais qui va être, bon, oui, poussée au niveau de la relève, mais on fait le tour de l'organisation vraiment pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qui doit être amélioré et c'est quoi que ça nous prend pour assurer la pérennité de notre organisation. L'objectif premier étant vraiment d'assurer la pérennité de celle-ci. Donc, dans les prochaines pages, on va justement discuter de pourquoi se doter d'un plan de relève, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne d'avoir un plan de relève. Donc, les principaux défis des cédants et des repreneurs, ben, ce qu'on veut, c'est garder le cap. On veut s'assurer, comme je le disais, que notre entreprise va perdurer et souvent même que notre entreprise va pouvoir croître dans le temps, donc se développer. Donc, pour ça, ben, il faut avoir des objectifs communs, il faut s'asseoir, il faut être en mesure de discuter et de se donner un plan concret. Revoir la gouvernance, on va en parler tout à l'heure aussi. C'est super important. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs étaient beaucoup seuls, donc ils menaient le bateau, ils prenaient leurs décisions. Mais quand on parle d'une gouvernance, on est vraiment plus maintenant dans les gouvernances collectives, justement d'intégrer d'autres personnes, des employés clés. Ben, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, de revoir, là, il y a des comités à mettre en place, des fois, il y a des conseils d'administration. De quelle façon vont se prendre les décisions? Parce que c'est différent quand on est une personne qui prend une décision versus si on est un groupe de 3 ou 4 personnes. Donc, il faut vraiment faire un travail à ce niveau-là, de revoir tous nos principes de décision, de gouvernance, revoir la direction, donc tout ce qui est, tu sais, notre directeur était seul, prenait ses décisions. Là, maintenant, il va peut-être avoir avec lui un directeur financier, il va peut-être avoir un directeur au niveau plus des opérations. Donc, de quelle façon on délimite tous ces rôles et responsabilités-là entre nos personnes clés. Donc, il y a un défi aussi à ce niveau-là. Et le défi, c'est de également retenir nos talents. Parce que, bon, on en a parlé, Catherine va en parler aussi tout à l'heure au niveau des ressources humaines, énormément d'enjeux, énormément de difficultés à garder nos gens. Donc, d'intégrer certains employés clés est une solution que l'on voit de plus en plus et qui est de plus en plus appliquée. Par contre, ben, ça amène un changement au niveau, comme je le disais, de la gouvernance collective. Donc, il faut revoir nos façons de faire. Il faut revoir euh, vraiment là, toute notre gestion. Alors, à ce moment-là, ben, il y a un travail à faire pour améliorer nos façons de faire et impliquer les gens. Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas d'impliquer tous les employés au niveau de l'actionnariat, mais c'est de voir qui sont nos employés clés, qui sont nos piliers, et eux, les garder avec nous. Puis souvent, ces personnes-là, je vous dirais, ont un noyau de personnes qui est rattaché à eux. Donc, c'est vraiment une façon de garder aussi d'autres employés au sein de notre entreprise. Les grandes étapes du parcours d'un plan de relève. Donc, comme je le disais, pour faire ceci, je dirais qu'en amont, il y a un questionnement que tout dirigeant d'entreprise doit avoir, à savoir qu'est-ce que je veux dans le futur, comment je vois mon organisation et je dois identifier des gens. Donc, il y a tout un travail à faire pour l'entrepreneur de réflexion. Puis, il y a un travail qui se fait aussi. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises à ce niveau-là. Il y a un travail, comme je le disais,
quelles sont les forces. Donc, on va voir un peu là, quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, définir le profil des, tu sais, les intentions, bon, oui, de notre repreneur, mais des gens de notre cédant, mais des gens aussi qui va identifier comme repreneur. Peut-être que lui, il pense à des gens et que les gens sont pas du tout intéressés, ils veulent pas être actionnaires. Donc, il faut vraiment aller sonder quelles sont les visions et les intentions de chacune des personnes clés de l'entreprise. Euh, c'est sûr qu'on on s'en cachera pas qu'il y a tout le volet également financier, fiscal. Donc, c'est quoi la valeur de l'entreprise? C'est quoi la faisabilité financière? De quelle façon on peut financer le processus? Et les cédants, bien entendu, souhaitent toujours maximiser leur fiscalité, donc ne pas trop perdre dans cette transaction-là. Alors, il y a tout un volet aussi là, qui touche le volet plus, je dirais, financier là, relié. Mais euh, je vous dirais moi, ça fait plusieurs années que je travaille là, au niveau de la relève entrepreneuriale. J'ai fait plusieurs dossiers et j'ai jamais vu un dossier de relève qui ne se fera pas à cause de la portion financière. On va toujours finir, oui, c'est une inquiétude que les cédants, que les repreneurs ont, mais on va toujours finir par trouver une façon de financer. Il y a plusieurs aides là, à ce niveau-là. Par contre, le volet humain qui est parfois laissé de côté ou délaissé, le mal aimé dans les plans de relève. Donc, c'est vraiment dans cet aspect-là où est-ce que ça peut être beaucoup plus difficile, beaucoup plus, les communications, il y a des non-dits, donc on le voit c'est beaucoup sur le terrain. Donc, c'est pour ça que le volet humain est très, 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 très important. Donc, tant au niveau des rôles et responsabilités. Donc, faire la délimitation. On a souvent un cédant, on a des employés clés qui poussent. Le cédant, bon, oui, dit qu'il veut partir, il veut pas trop, il veut laisser des choses, mais pas. Donc, là, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est vraiment s'assurer de bien délimiter la période de transition, qui est une période super importante au niveau de nos dossiers de relève. Donc, les rôles et responsabilités de chacun. Il faut s'assurer de mobiliser les équipes, mais pas juste de les mobiliser. Il faut aussi leur communiquer qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre organisation, qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, c'est important de mettre les gens au courant. Donc, l'interaction entre les employés, les descriptions de poste. Donc, tout le volet ressources humaines est un volet qui prend tout son sens. Puis il y a des communications aussi qui sont très importantes à ce niveau-là. Donc, ça prend vraiment tout son sens dans un dossier de relève et il faut vraiment travailler, je vous dirais, à ce niveau-là pour s'assurer d'une bonne transition, s'assurer que ça va bien se faire. Puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que on travaille, on a une approche de centre qu'on appelle, donc on travaille pour l'entreprise. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que le cédant soit bien dans tout ça, donc parce que souvent, pas souvent, c'est son bébé, c'est très émotif pour lui. Il a travaillé, souvent c'est lui qui a bâti l'entreprise, il a travaillé toute sa vie, il a mis tout son cœur, toute son ardeur, donc euh, il faut s'assurer que le cédant soit bien, soit à l'aise. Il faut assurer que les repreneurs le soient également. Quand on parle d'employés clés qu'on veut intégrer à l'actionnariat, oui, c'est une opportunité pour eux, mais des fois, c'est pas des gens qui nécessairement y avaient pensé, mais on le voit, comme je vous dis, on le voit de plus en plus sur le terrain. Donc, il faut faire des approches auprès de ces gens-là. Il faut démystifier qu'est-ce que c'est de prendre la relève d'entreprise. Et souvent, là, je dis ça, mais il y en a aussi qui ont beaucoup d'intérêt, qui sont très heureux qu'on va leur offrir de faire partie là, de la relève. Donc, mais il y a vraiment un travail de communication et de démystifier tout ça. Et comme je le disais, nous, on travaille à proche de centre, donc on travaille pour l'entreprise. On veut que le cédant trouve son compte, on veut que les repreneurs trouvent leur compte également. Le but, c'est pas de les étouffer financièrement, qui travaillent 80 heures par semaine. On a vu tantôt les statistiques. L'objectif d'intégrer des ressources clés à l'actionnariat, c'est aussi de baisser la pression de tout le monde. C'est-à-dire baisser la pression de notre cédant qui, lui, a travaillé toute sa vie, est en plus en fin de carrière, donc tout ce qui est nouveaux investissements, il n'est pas là. Donc, mais les jeunes sont là pour justement plus pousser à ce niveau-là. Donc,
donner de la vitalité, donner un souffle nouveau. Donc, l'aspect ressources humaines là, prend vraiment tout son sens au niveau de nos processus de relève, des processus de relève. Donc, choisir son ou ses repreneurs, est-ce que c'est évident? Bien entendu que ce ne l'est pas. Je vous dirais que ce qu'on voit beaucoup lorsque c'est dans des dossiers familiaux, ben, on dirait que ça va d'office aux enfants. Euh, oui, il y en a que c'est normal, ça fonctionne, c'est correct, mais des fois, ça fonctionne pas. On en voit aussi avec les enfants. Les enfants, ils ont vu leurs parents travailler, c'est pas ça qu'ils veulent, ils sont pas là. Donc, c'est pour ça que les employés les employés qui ont, oui, des postes stratégiques, mais qui démontrent un intérêt plus grand, qu'on voit qu'il y a une plus-value. Donc, les cédants doivent travailler et se coller davantage à eux. Et comme je le disais, ben, nous, ce qu'on fait aussi, c'est on fait passer des tests psychométriques. Il y a toute une démarche qui est reliée à ça pour s'assurer qu'on a également les bons profils, parce que c'est pas tout de dire, c'est pas parce que c'est un employé clé, je sais pas, dans un bureau d'ingénieur, un ingénieur qui est numéro un, c'est pas parce que il est ingénieur numéro un que c'est lui qui va le plus vite qui veut nécessairement être actionnaire. Ça fait qu'il y a tout un travail de communication qui doit se faire pour s'assurer ben, de la vision, comme je le disais, des intentions des gens. Euh, et l'objectif, c'est que l'entreprise demeure avec l'esprit du ou des cédants et que on ait une équipe. On voit vraiment plus des équipes. Donc, c'est rare qu'on voit une personne reprendre pour une personne. Donc, on voit plus quand je parlais de collectif, Catherine va en parler tout à l'heure. Donc, on est plus dans un environnement collectif où est-ce que les gens vont se mettre une petite équipe pour reprendre une entreprise, pour garder l'esprit. Tu sais, souvent, le cédant va demeurer un an, il va ralentir tranquillement. Et autre élément que je voulais mentionner, euh, il y a beaucoup de transferts, on voit beaucoup aussi de transferts progressifs. C'est-à-dire qu'on va débloquer un bloc d'action, on va l'offrir à certains employés et puis on va voir comment ça se passe. Tu sais, ça fait que ça sécurise notre cédant, puis c'est moins impliquant, je dirais, au début pour les repreneurs. Donc, c'est une façon de faire qu'on voit également aussi là, au niveau de nos dossiers de relève. Euh, mais chose est certaine, c'est que il faut vraiment s'assurer qu'on a des bonnes personnes, donc leur faire passer des tests psychométriques, voir leur profil. Et comme je le disais, on voit plus un groupe de personnes qui vont reprendre et qui, eux, vont se diviser les tâches. Donc, le volet financier, le volet plus gestion, le volet plus opération, et qui vont travailler ensemble là, pour faire perdurer l'entreprise. Donc, pour mon bout, ça commence. J'ai mis la table. Je laisse Catherine parler plus vraiment des enjeux reliés aux ressources humaines. Et puis, elle va commencer avec la gouvernance. J'en ai parlé au début. Donc, comme je le disais, quand on implique des gens, il faut changer notre mode de gouvernance. C'était beaucoup des cédants. Ben, on voyait beaucoup des cédants qui étaient seuls, qui menaient la barque seule de leur entreprise. Donc, tout le mode de gouvernance est à changer à ce niveau-là. Alors, je laisse Catherine continuer. Merci, Clara. Donc, peut-être pour assurer la continuité, là, je vais peut-être amener une petite précision aussi pour le choix des repreneurs. Donc, au niveau de la présentation, vous voyez un éléphant dans une pièce. Donc, pour faire faire le lien avec ce que tu disais un petit peu auparavant, souvent au niveau de la relève d'entreprise, on a tendance à cibler les enfants. Et en tant que parent, souvent, on connaît un peu comment ils sont. Des fois, ils ont des profils de reprise pour l'entreprise. Des fois, c'est un petit peu moins, ça cadre moins. Donc, souvent, c'est ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Mais comme Clara l'a souligné, ça peut être aussi avec des employés clés dans l'entreprise, des gens qui se démarquent, qui peuvent être très pertinents pour la suite des choses.
Donc, ben, si j'enchaîne un peu plus au niveau de la gouvernance, donc, on a l'acronyme de l'ABC de la gouvernance. L'ABC qui renvoie à l'agilité, la bienveillance, le collectif et également la diligence. En fait, tout ce qui est en termes de haute gestion, pour s'assurer d'avoir un peu une recette gagnante, d'avoir une certaine fluidité, autant à l'heure actuelle qu'éventuellement dans une relève d'entreprise. Donc, ben, en faisant preuve d'agilité, mais dans un premier temps, votre organisation, votre entreprise va être davantage en mesure de s'adapter efficacement aux changements auxquels elle peut être confrontée. Puis également, au niveau de la bienveillance, ben, avoir des bons modes de fonctionnement à offrir à ses administrateurs, puis des bonnes conditions pour s'acquitter de leur rôle, ben, ça amène ça amène une structure qui est beaucoup plus facilitante aussi. Donc, en termes d'agilité, d'avoir des règlements généraux, une structure, une taille de conseil d'administration aussi là, qui est raisonnable en fonction du secteur d'activité, en fonction de la grosseur de l'entreprise également. D'avoir un comité de direction, d'avoir une fluidité dans les communications, mais également aussi avoir des mécanismes de communication qui sont formels. Des fois, on en a, mais ils ne sont pas informels ou ne sont pas mis de manière uniforme. Euh, donc, ça fait partie des éléments à considérer au niveau de la bienveillance, donc les séances du conseil d'administration. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je disais au niveau de la mécanique des communications. Donc, les convocations sont dûment faites, les documents, les suivis, l'assiduité est quand même excellente. Le rôle et les responsabilités des personnes sont clairs et définis, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on arrive dans une relève d'entreprise, ben, c'est important de savoir qui fait quoi. Et souvent, des fois, il y a des profils, il y a des gens qui font des choses depuis X temps et ça pourrait être optimisé ou revu dans l'organisation. Donc, c'est des choses à prendre en considération également. Toujours au niveau de la structure, ben, un code d'éthique, faire preuve de diversité. On en parle de plus en plus, donc sexe, âge, compétences, nationalité. Il y a une tendance souvent au niveau des conseils d'administration à avoir des administrateurs qui sont plus âgés, quand on peut avoir des administrateurs plus jeunes qui peuvent être tout aussi pertinents, qui peuvent amener une autre dynamique, qui peuvent amener de l'innovation, qui peuvent amener un autre type d'expertise également. Donc, c'est à considérer aussi. Développement des membres du conseil et de la direction et plan de communication, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais. Également au niveau du collectif, donc Clara en a parlé un peu plus tôt. Donc, tout ce qui est mobilisation et collaboration va aider à au roulement et à la capacité d'innovation aussi de l'entreprise. Donc, bon, pouvoir décentraliser et partager, donc une charte et politique de délégation des pouvoirs, avoir des comités de travail, être conscient de la responsabilité légale aussi, impliquer les administrateurs au sein des opérations et des stratégies. Donc, sentir que les gens se sentent euh, inclus dans la démarche aussi. Et toujours dans la BCD de la gouvernance, donc au niveau de la diligence, s'assurer que la gouvernance est en adéquation avec la mission, vision, valeur. Souvent, et dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, ça prend encore plus son sens. Parce que quand on parle de mission, vision, valeur, souvent, ça se retrouve sous l'image de marque, la marque employeur d'une entreprise. Donc, souvent, on voit dans certaines organisations, certaines entreprises, c'est fait il y a plusieurs années, mais on n'y a pas retouché. Et dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, où on a des nouvelles générations qui sont sur le marché du travail, où les aspirations au niveau du travail ne sont pas les mêmes que certaines générations, ça prend tout son sens d'avoir une mission, vision, valeur qui est à jour et qui est suivie également et qui est revue aux besoins. Donc, d'être en adéquation avec ça, ça donne une bonne image de l'entreprise et de l'organisation. Donc, tout ce qui est suivi, contrôle, gestion de risque, code d'éthique, plan de relève et acteurs clés et pratique, encore une fois, de communication qui demeure quand même assez la clé dans ces démarches-là. Toujours au niveau de la gouvernance, ben, les avantages de revoir sa gouvernance, d'être à jour, d'innover, d'avoir une structure de communication efficace, ben, ça va faire en sorte d'avoir une organisation qui est plus forte, qui est plus solide, qui est plus en mesure, qui va réduire ses risques, qui va être en mesure de mieux s'adapter aux changements également. On va avoir des décisions aussi qui sont plus partagées, donc des pouvoirs décentralisés et des dirigeants qui sont bien entourés parce qu'on a d'autres types d'expertise, on a d'autres gens qui prennent part aux décisions. Donc, il y a un partage, il y a une synergie qui s'opère dans les équipes. Les formules pour mener un plan de relève, ici, on a notre fameuse roue, les 7 rouages pour réussir le transfert de votre entreprise.
nous, quand on fait de la relève d'entreprise, euh, souvent, les gens vont penser que ça se fait quand même assez rapidement. Mais en fait, ça prend quand même plusieurs années. Et là, c'est très relatif. C'est du cas par cas. Là, si je ne me trompe pas, Clara, là, vraiment, ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend de où nos cédants sont rendus. Euh, Ouais. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pour bien planifier sa relève, on parle d'un 2 à 4 ans, 2, 3 ans. Ça fait que, c'est pour mettre les éléments en place. Fait que oui, on parle en termes d'années. C'est ça, puis je pense que c'est important de le spécifier dans le cadre de cette présentation-là, parce que des fois, quand on en parle, les gens des fois, sont un peu surpris. Donc, ça se prépare. Puis, dans les 7 rouages que je vais vous présenter, vous allez voir que tu sais, c'est une démarche quand même qui se fait quand même très bien. C'est sûr que dans un premier temps, avant de faire une relève d'entreprise, faire un portrait de la situation, établir un diagnostic de relève, c'est quoi les intentions, c'est quoi la faisabilité, c'est carrément le commencement de la démarche. Donc, d'aller sonder de passer en entrevue les gens qu'on cible. Ça peut être autant c'est une entreprise familiale, ça peut être au niveau des enfants de la famille, mais ça peut être au niveau des employés clés, des gens qui se démarquent peut-être un petit peu plus dans l'organisation ou qui ont peut-être partagé un intérêt également pour de la relève. Donc, on fait un portrait de la situation. En deuxième, mobiliser les acteurs stratégiques. Donc, souvent, ça peut être nos employés clés ou ressources clés dans l'entreprise ou l'organisation. En trois, ben, considérer tout l'aspect financier, tout ce qui est, souvent, c'est un petit peu où les gens sont un petit peu frileux, surtout les repreneurs. Donc, oui, j'ai un intérêt pour la relève d'entreprise, mais je ne sais pas si je suis solvable à un certain point ou moi, je ne peux pas mettre 500 000 demain matin. Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là, mais comme Clara l'a souligné, il y a des scénarios qui sont possibles, il y a des analyses qui se font aussi également. Donc, l'aspect financier est à considérer également, donc à analyser. Quatrièmement, effectuer une réflexion stratégique en profondeur, dans le sens où on veut savoir, ben oui, on veut une relève d'entreprise, dans quel horizon temporel on se trouve, dans combien d'années les cédants veulent quitter. Est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans? Toutes ces questions-là se posent, puis vers quoi qu'on s'en va, non seulement au niveau du transfert de l'entreprise éventuelle, mais l'entreprise roule toujours. Donc, c'est quoi nos orientations dans les 4, 5 prochaines années? C'est quoi qu'on veut prioriser au sein de l'entreprise? Donc, de savoir vers où on s'en va, c'est quand même crucial dans la démarche. En cinquième, analyser l'ensemble des aspects fiscaux parce que oui, on fait un transfert d'entreprise, comme Clara l'a dit, donc les cédants ne veulent pas avoir de certaines pertes à ce niveau-là. Donc, il y a des scénarios à tenir en considération et également toute la recherche de financement nécessaire. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être faits, tout dépendamment de ce qui peut, euh, de ce qui peut coller du côté des repreneurs ou des cédants. Et mettre en place un processus de transfert. Donc, un coup qu'on a passé ces 7 étapes-là, on peut mettre en place un processus, du moins dans un horizon temporel X, avec cibler des personnes et prioriser des actions également. Je vois qu'il y avait une main levée dans le chat. Nolwenn, est-ce qu'on peut prendre la question? Les Non, participants ne non, peuvent non. pas parler à voix haute. Merci de poser vos questions dans le Q&A et on va les adresser à la fin du webinaire. On aura une période de questions après la présentation. OK, parfait, merci. Puis juste pour conclure, là, Catherine, sur c'est ce qui est important aussi de retenir, c'est que le, la relève, c'est pas seulement le volet financier, donc c'est le volet humain, c'est le volet, oui, de la fiscalité. Ça fait que c'est vraiment un ensemble d'éléments et il faut couvrir cet ensemble d'éléments-là. Et le plan de relève, ben, c'est ce que ça nous permet de faire. Donc, ça nous permet de nous faire un petit plan d'action sur la gouvernance, nous faire un plan d'action au niveau des ressources humaines, nous faire un plan d'action au niveau des finances, le volet financier. Donc, c'est pour ça que c'est important parce qu'il y a tellement d'éléments qui touchent le plan de relève que on n'y arrive pas si on en prend juste un. Fait qu'il faut vraiment couvrir l'ensemble des éléments. C'était mon petit point que je voulais rajouter. Merci, Clara. Donc, oups,
Ça va pas bien, non? J'essaie juste de faire avancer la diapo. OK. Toujours dans les ressources humaines, l'importance des ressources humaines, et je vais amener ça peut-être dans un autre niveau. Clara a quand même bien mis la table au préalable, mais la situation actuelle, puis pour la plupart, vous êtes des entrepreneurs. euh, vous savez qu'il y a, bon, avec la rareté de la main-d'œuvre, il y a des tendances également qui viennent avec les ressources humaines en 2023. Il y a des choses à considérer pour justement être plus optimal, être plus efficient, être plus efficace également. Les tendances en 2023 dans les ressources humaines, quatre grands points. Ben, premièrement, la rareté de main-d'œuvre. La rareté de main-d'œuvre, ça, dans les dernières études, c'est une tendance qui va se maintenir encore peut-être de 8 à 10 ans. Donc, l'importance, en tant qu'entreprise, de tirer son épingle du jeu, de bien se positionner, d'avoir une bonne gouvernance, d'être proactif va faire la différence. La pénurie de main-d'œuvre, avoir une bonne marque employeur, une marque employeur forte, mission, vision, valeur, comme je parlais tout à l'heure, avoir une expérience employée qui est intéressante et même compétitive avec le marché, et avoir des stratégies de recrutement novatrices va faire en sorte que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Par rapport en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, je regardais avec Statistique Canada le nombre de postes vacants par rapport à la population active en août 2022. En 2016, on parlait en termes au Québec d'environ 60 000 postes vacants au Québec. En 2022, on recense plus de 253 000 postes vacants. Et ça s'en va en augmentant. D'où l'importance d'avoir une rétention aussi de nos employés, une fidélisation de nos employés, ce que je parlerai un petit peu plus tard. Donc, culture et engagement. La COVID a amené le mode hybride, donc le télétravail. Ce n'est pas tous les corps de métier qui s'y prêtent, mais qui est quand même en forte croissance et que quand il y a une certaine structure, c'est quand même, ça peut être un gros avantage au niveau de la productivité pour un employeur, mais également au niveau de l'employé. Donc, on a gagnant-gagnant. Absence d'attachement à l'équipe aussi, d'être en télétravail, ça fait en sorte qu'on s'isole, mais c'est important d'avoir une synergie, d'avoir des mécanismes de communication aussi qui sont récurrents pour pas que les gens se sentent isolés. Intégration, socialisation et confiance, ben, c'est de continuer de faire des activités et d'être présent en tant qu'employeur auprès de ses employés. L'organisation du travail, encore une fois, ben, le mode hybride, donc télétravail et présentiel. Les employés en virtuel, tout ce qui est loi et règlement aussi a changé. Les modes de communication, comme je vous ai dit aussi. Et le type de leadership, surtout, on le voit beaucoup avec les nouvelles générations qui sont sur le marché du travail, qui est à la recherche d'un leadership humaniste. Nouveau style de leader, on veut beaucoup plus de diversité et d'inclusion. On veut également prendre part à l'équipe. On veut des gestionnaires qui sont beaucoup plus humains. Comparé à une certaine époque où on était très axé sur la productivité, le travail, la job à vie, entre guillemets, la fameuse job à vie, ben maintenant, on ne parle plus de ça sur le marché du travail. Donc, euh, par rapport au leadership, donc on cherche l'authenticité, de la confiance, une approche orientée sur les résultats et la considération. Donc, le volet reconnaissance prend tout son sens ici. La reconnaissance, c'est pas juste de donner une montre pour 15 ans de service. Des fois, c'est juste d'envoyer un courriel puis de dire qu'une situation a été bien gérée par une équipe de travail. La petite tape dans l'épaule est bien importante et encore plus avec les nouvelles générations. Et c'est eux qui arrivent le plus sur le marché du travail présentement. La culture organisationnelle forte et flexible et également le volet humaniste. Quand on parle d'humanisme, on parle de volet d'être un employeur compréhensif. Oui, vient toute la conciliation vie-famille, vie personnelle, mais également tout ce qui est implication en tant qu'entreprise, développement durable, être éco-responsable également aussi prend tout son sens à ce niveau-là. Donc, diagnostic RH, la planification de sa main-d'œuvre. Là, j'ai fait un petit peu l'état de la situation au Québec et des tendances à RH, mais c'est important en tant qu'entreprise ou organisation de faire son propre portrait de la situation de ses ressources humaines puis comment planifier sa main-d'œuvre. Parce que
Ce qui arrive également, c'est il y a différentes choses qui sont arrivées dans les dernières années. Il y a la COVID. Premièrement, on est dans l'après-COVID. Donc, comment les entreprises peuvent s'en servir pour être plus attrayantes? Donc, le fameux mode hybride a explosé à ce moment-là. Les valeurs d'un diagnostic RH et les pistes de solutions à prioriser. Plus vous allez avoir un portrait à jour de vos besoins ressources humaines, plus vous allez être proactif également parce que vous allez être en mesure euh, de prévoir vos besoins. Donc, on parle souvent d'avoir une liste d'ancienneté, de savoir qui va partir à la retraite éventuellement. Est-ce qu'on a quelqu'un pour remplacer ces personnes-là? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Également, je m'excuse. L'établissement de sondage de climat organisationnel, là, c'est également un outil qui est possible d'utiliser et de mettre en place pour avoir un bon portrait de la situation de ces ressources humaines. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être considérées à travers tout ça. Dans le processus de gestion de relève, donc je passe quand même rapidement sur cette diapo-là parce que, bon, c'est je dirais les 4 éléments clés à considérer. Établir les besoins organisationnels, mais premièrement, c'est comme je vous expliquais, c'est que les départs à la retraite, avoir une liste d'ancienneté à jour, avoir un organigramme à jour aussi dans l'organisation, ça fait toute la différence. Avoir des postes, des descriptions de postes qui sont à jour permet aussi d'optimiser le tout. Réviser le réservoir de ses talents en deux. Souvent, on a un bassin d'employés déjà dans notre organisation ou notre entreprise, mais ces gens-là, souvent, on a des petites perles qui peuvent se cacher là-dedans. Donc, des fois, de les rencontrer sur une base annuelle, de savoir c'est quoi leurs aspirations professionnelles, peut-être comment ils se voient à court, moyen, long terme dans l'entreprise, ben, des fois, ça peut nous amener à optimiser nos ressources également et amener une rétention, une fidélisation aussi de ces personnes dans l'entreprise. En troisième, valider les outils en place et ou à développer. Donc, si on a des choses également à optimiser. Et également, mettre en place un processus en continu de tout ça pour être proactif. Valider l'organigramme actuel et les besoins futurs. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Également, planification stratégique, très importante. Donc, vers où on est, puis vers où qu'on s'en va. Et ça répète un petit peu ce que j'ai dit au préalable. Donc, je vais passer parce que le temps file. Et les défis à relever en matière de gestion des ressources humaines viennent aussi avec tout le volet de rémunération. Donc, souvent, on a tendance à dire on est en rareté de main-d'œuvre, donc je dois payer plus cher mes employés. Détrompez-vous parce qu'avec encore une fois, que les nouvelles générations sur le marché du travail, c'est pas juste le salaire qui mène la décision de choisir un emploi ou pas. En fait, c'est tout ce qui se greffe autour en termes de conditions de travail, en termes de l'image de l'employeur aussi est très, très forte. Oui, la rémunération, c'est une chose, mais ça compte pas pour tout. Et ça, souvent, c'est un petit peu rendu une légende urbaine, mais c'est important de le préciser tout de même que c'est pas nécessairement à mettre des salaires beaucoup plus compétitifs qu'on va attirer davantage de main-d'œuvre. Il faut qu'il y ait un tout à offrir pour ça. Également, ben, qu'est-ce qu'il faut retenir? À travers tout ça, il faut comprendre que les attentes de la relève et gérer celles des cédants ne sont pas les mêmes. Qu'un plan de relève, ça se prévoit et ça doit être mis en place bien avant le transfert, là, comme Clara l'a souligné tout à l'heure avec moi. Et que la relève ainsi que l'intégration de la relève dans l'actionnariat peuvent être d'excellents outils de rétention de la main-d'œuvre. Souvent, on voit ça dans les entreprises que c'est quelque chose qui s'est discuté à l'embauche de la ressource, que ça n'a pas été rediscuté, mais l'employé a toujours ça en tête. Donc, lui, il y a comme certaines attentes. Donc, quand on arrive pour faire le plan de relève, à ce moment-là, on va valider les intentions du repreneur potentiel. On va valider c'était quoi les attentes également du cédant. Mais souvent, d'être impliqué comme ressource au niveau financier, comme au niveau de la gestion, ça crée un sentiment de valorisation. Et également que ça amène une certaine stimulation au travail pour ces gens-là qui éventuellement vont dans la relève d'entreprise. Clara, si tu veux rajouter un petit quelque chose. Ben, pour finaliser, là, je dirais que la clé de tout ça aussi,
qui est la clé de bien des choses dans la vie, c'est la communication. Donc, c'est important de communiquer, que le cédant donne ses attentes, mais que les repreneurs le donnent aussi. Et comme Catherine vient de le mentionner, là, des fois, ça a été même promis, il y a eu des promesses lors de l'embauche. Donc, d'assurer là, une communication au niveau de tout ça et pour être beaucoup sur le terrain, pour faire plusieurs mandats de relève, je vous confirme que d'intégrer des employés à l'actionnariat, on le voit de plus en plus. Et vous savez, ça peut être à différents niveaux. Là. C'est pas nécessairement être 60%, ça peut être des petits blocs d'action, mais ça motive les gens. Euh, Ça motive les repreneurs, ça motive les employés. C'est un certain commitment qu'ils font face à l'entreprise, donc ils n'auront pas le goût d'aller voir ailleurs. Je reviens avec mon mot que j'aime pas, mais ça va les attacher à l'entreprise. Donc, on le voit là beaucoup et c'est vraiment une tendance très actuelle. Donc, je conclurai là-dessus. Alors, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas C'est s'il y moi a qui des vais, questions. Oui. c'est moi qui vais vous remercier, Clara et Catherine. Ça a été une présentation, excellente présentation. Je dirais que c'était clair, c'était précis et surtout très instructif. On va regarder pour voir s'il y a des questions. On va référer à Chantal. Chantal, est-ce qu'on a une première question? Oui, nous avons une première question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, Oui, parfaitement. parfait. La première question se va comme suit. Donc, comment bien choisir et ancrer la relève pour les postes qui sont en soutien ou non facturables? Certains disent que ces postes ne sont pas autant créateurs de valeur, la survie de l'entreprise reposant principalement sur les professionnels facturables. Comment trouver un équilibre? Ben là, premièrement, je suis pas d'accord. Tout le monde est important dans une entreprise. Mon premier point, moi, je suis une PRH, là, mon premier point, ça va être ça. Euh, Puis mon deuxième point, ce serait de sonder les gens. C'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi qu'ils veulent, nos employés? C'est quoi qu'ils recherchent? Euh, on peut pas avoir de meilleure réponse qu'auprès d'eux. Ça fait que nous, on n'a pas parlé, mais on a beaucoup de services RH aussi, et notre sondage de mobilisation est un service qu'on offre aussi chez Raymond Chabot. Puis de sonder nos gens, euh, c'est eux les meilleures personnes qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils recherchent. Et je comprends tout à fait la question, puis je suis d'accord. Puis ça, on parle plus d'un plan de mobilisation de nos ressources, là, un plan. Toutes les postes sont importants. Il faut s'assurer d'une continuité partout. Les postes non facturables, là, comme il a été mentionné dans la question, c'est des postes qui sont cruciaux quand même dans l'entreprise, mais probablement que ces gens-là n'ont pas l'intérêt ou ne pensent même pas accéder à l'actionnariat. Donc, à ce moment-là, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir de plus. En 2023, Catherine en a parlé tout à l'heure. On parle plus juste de rémunération, on parle de rémunération globale. Donc, c'est un tout. Et c'est même, ça va au-delà de tout ça, ça va au niveau des espaces de travail, la possibilité d'être en télétravail. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte, mais je crois que pour se faire un bon plan à ce niveau-là, oui, les gestionnaires peuvent avoir des idées, mais de sonder nos employés, c'est une façon qu'on n'a pas le choix. Catherine, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais... Écoute, moi, je suis dans la même veine que toi là-dessus. Et souvent, ben, c'est important justement d'aller les sonder, mais aussi d'avoir des évaluations de ces gens-là, au minimum sur une base annuelle. Parce que moi, j'ai déjà vu ça des entreprises, des gens justement de soutien administratif et autres qui n'avaient jamais été sondés et qui avaient des aspirations hautes dans l'organisation. Puis c'était pas nécessairement une question de rémunération ou d'actionnariat. Donc, c'est juste d'avoir un peu plus de reconnaissance puis d'avancement. Et c'était à faible coût dans l'organisation et ça aurait pu faire toute la différence. Donc, moi, je dirais comme ça, même chose que toi, Clara, en complément. C'est ce que j'avais à dire. C'est bien. Est-ce que, Chantal, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'en ai une autre. C'est On pourriez-vous, t'écoute. oui, pourriez-vous énumérer sommairement un ou quelques scénarios de financement possibles pour des jeunes employés pour qui cet aspect serait un frein à la volonté de relève? Car les jeunes 30-40 ans n'ont pas souvent prévu cette opportunité à ce stade de vie et voient un tel investissement plutôt comme une montagne. Malheureusement, on ne pourra pas parce qu'on n'est pas des spécialistes en finance. Fait que ça, tout de suite, on va. Par contre,
comme je le disais lors de la présentation, je n'ai jamais vu un dossier de relève ne pas se réaliser à cause du volet financier. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher, il y a des prêts qui sont plus facilitants. Donc, il y a tous des montages financiers qui peuvent se faire. Le CETEC peut aider. Marc est là en tant que représentant du CETEC. Donc, il y a vraiment là, plusieurs aides qui peuvent se faire. On peut se faire financer par les cédants. Donc, il y a un financement qui peut se faire là, par l'entreprise elle-même. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Mais là, si vous voulez avoir plus d'informations, ben là, ce sera de me contacter, puis je pourrais vous mettre en contact avec quelqu'un de notre équipe financière, parce que malheureusement, on est des filles d'ARH, mais là, on n'est pas des généralistes là, au niveau financier. Mais je vous le dis que ça se fait, c'est facilitant. Juste pour vous dire, la semaine passée, j'étais à des représentations ministérielles là, à Drummondville concernant la relève d'entreprise. Le ministre Fitzgibbon était là. Il disait qu'ils veulent investir, ils veulent aider au niveau de la relève parce qu'ils le voient comme une solution pour assurer la pérennité vraiment là, des organisations. Donc, je crois qu'il va y avoir beaucoup d'aide possible pour les repreneurs dans les mois à venir. Je suis pas inquiète là-dessus. Une autre question, Oui. Chantal? Comment fait-on pour délimiter le rôle des cédants et celui des repreneurs? Ben, ce qui est important, c'est de vraiment, parce que comme je le disais, la cohabitation peut être difficile, peut amener des frustrations, peut amener, ben c'est ça, là, des frustrations de part et d'autre, parce que là, le cédant, il s'en garde trop, puis là, le repreneur pensait qu'il allait pouvoir plus en prendre. Bref, ce qui est important, c'est de s'asseoir, puis le cédant, notre cédant, qu'est-ce qu'il veut garder? Qu'est-ce que la personne souhaite garder? Parce que quand on est rendu à notre plan de relève, quand on est rendu en mode, je dirais, action par rapport à la relève, ben c'est sûr qu'il y a une réflexion qui s'est faite, il y a des tâches que souvent on souhaite garder. Donc, il faut le délimiter, il faut je dirais, l'écrire pour que ce soit clair. Tu sais, tantôt, on parlait, là, Catherine parlait au niveau des rôles et responsabilités. La structure, notre structure organisationnelle va bouger. Donc, il faut les délimiter, les écrire et les suivre. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est bien beau d'écrire des choses, mais si on, euh, on les suit pas, ben ça donne rien. Donc, il faut vraiment là, s'assurer de les suivre dans le temps. Ce qu'on fait beaucoup dans nos dossiers de relève, on met en place des comités de relève, donc qui vont assurer un suivi par rapport à tout ça. Donc, c'est un élément là, qui peut être mis en place aussi. C'est bien. Une autre question? Oui, il nous reste 2 minutes et demie, là, c'est peut-être la dernière. Donc, comment peut-on assurer une continuité du business repris si certaines compétences expertises n'ont pas été complètement partagées avec le personnel de l'organisation par les cédants? Ben, il faut justement, le plan de relève devrait aider à contrer cet élément, ben contrer, à répondre à cet élément-là. C'est-à-dire que il faut le voir en amont. C'est pour ça qu'on parle d'un plan de relève, qu'on parle de 2 ans, de quelques années. C'est que souvent, puis je suis tout à fait d'accord, là, la direction actuelle va avoir des compétences, des connaissances, même l'histoire de l'entreprise qui n'est pas nécessairement partagée. Donc, il faut se donner un temps, il faut se donner du temps, il faut le partager, il faut identifier des personnes à qui on peut le partager et il faut vraiment nos compétences, nos expertises, c'est ce qui est important dans l'organisation. Puis si on veut que l'organisation garde la saveur qu'elle a, les couleurs qu'elle a, ben, il faut s'assurer de ce. Donc, ça, c'est vraiment avec le plan de relève qu'on peut répondre à cet élément-là. Puis si je peux faire du pouce sur la réponse Oui. de Clara, souvent il y a un enjeu quand que des cédants quittent l'entreprise de qu'est-ce qui va devenir des clients, qu'est-ce qui va devenir de nos fournisseurs actuels, est-ce que ça va casser ça, est-ce que ça va briser ça dans l'organisation de l'entreprise. Et c'est justement c'est à ça que sert le plan de relève, c'est d'assurer un transfert justement pour que qu'on évite ces problématiques-là. Et souvent, les cédants qui peuvent se le permettre, ben, ils restent graduellement dans l'entreprise, ce qui permet de faire un transfert progressif avec le nouvel actionnariat et qui évite des enjeux comme ça. Tout à fait. Je pense qu'on peut se permettre la dernière. Oui, on a le temps. Allez-y, Chantal. Avez-vous
C'est une question webinaire, là. Je ne sais pas, Marc, si tu pourrais y répondre. Avez-vous un webinaire sur le financement pour les jeunes apparentés et non apparentés? Peut-être qu'on pourra. Je pense que ça serait ça serait le Pas à sujet ma... d'un webinaire complet. Ouais, Oui, c'est pas à ma connaissance. Ouais, Alors, je je pense que c'est un vais. sujet qu'on pourrait aborder dans une autre entrevue. Je ne pense pas que ce soit directement relié au sujet de Exact. ce jour, là. Non, Mais exactement. En fait, Chantal, oui, faites-moi parvenir la question et si je peux communiquer avec la personne, je vais communiquer avec elle cet après-midi puis on va en discuter. tout à fait. Puis, je vais aussi vous mettre dans le chat le lien vers la page de l'événement web. Vous pourrez voir tous les sujets de webinaire là, à venir prochainement. Est-ce qu'on prend la dernière question? Très rapidement. Très rapidement. Donc, on parle beaucoup de gouvernance collective et de l'importance d'un conseil d'administration. Les CA sont très présents dans les grandes entreprises. Comment pouvons-nous les mettre en place au sein des PME? Ben écoutez, on le voit de plus en plus. Tu sais, puis là, on parle de CA, mais ça peut être comité de direction. C'est juste qu'il faut se mettre des instances parce qu'il y a plus de personnes à la table de décision. Il y a plus de personnes, donc il faut vraiment, pour pas engendrer de chicanes futures, je vous dirais, au niveau de qui peut, jusqu'où qu'on peut choisir, tu sais, jusqu'à quel montant décisionnel on a le droit de la prendre nous-mêmes, la décision. Si on est une personne tout seul, ben, c'est pas si pire, on la prend puis ça repose sur nous. Mais si on est 4 ou 5, ben là, ça devient plus complexe. Fait que c'est pour ça que de mettre en place des instances plus, pas professionnelles, mais en tout cas mieux organisées, ben, on le voit même dans des petites, c'est pas obligé d'être une très grande organisation, mais en même temps, on s'entend que pour une PME de 50 personnes, on n'aura pas un CA de 10 personnes, mais au moins de mettre en place des processus de décision, des comités de direction, ça aide justement là, pour les décisions futures. Merveilleux. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens à vous remercier particulièrement. C'est difficile de faire une présentation, c'est bien, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de répondre aux questions. Et vous avez parfaitement bien répondu aux questions. Je suis convaincu que les gens sont très satisfaits des réponses que vous avez apportées. Eh bien, je dois vous souligner en terminant que ma collègue Chantal va lancer un sondage de satisfaction dans le Zoom et ça va se faire dans les prochaines secondes. Oups, je vois que c'est déjà fait rapide. Je vous encourage à y participer. Ça nous aide naturellement à améliorer les webinaires. Dans les prochaines semaines, nous allons publier un article sur le blog du CETEC pour répondre à certaines questions qui seraient restées en suspens. Alors, merci encore à nos panélistes, merci aux participants et merci de votre intérêt et de votre engagement. Et à la prochaine. Merci. Merci. Merci, bonne fin de journée.